Bonjour et merci d'être venu à cette première conférence d'un cycle qui est consacré aux fake news. Et pour cette première conférence, donc, on a invité notre conférencière maison, puisque avec Manon Libert, nous avons l'enseignante en information et communication de l'Université de Mons, de l'École des sciences humaines et sociales, qui a fait ses études à l'Université de Bruxelles et qui maintenant enseigne chez nous à l'Université de Mons. Donc c'est une première conférence qui tentera de faire le point sur ce que sont ces fake news, le phénomène des fake news, et la première conférence d'un cycle qui en comporte deux autres et un débat. Les deux autres, ça sera le mardi 23 octobre, donc c'est dans 15 jours, la conférence d'Anne Morelli. Je pense qu'on ne doit pas présenter, mais j'aurai peut-être l'occasion aussi de le faire, mais ça sera dans 15 jours, toujours à 18h, même salle. Pourquoi acceptons-nous des guerres inacceptables? En fait, elle traitera de la propagande de guerre, un domaine qu'elle connaît bien. Et puis on aura ensuite un liégeois de Morelli, Université de Bruxelles. On aura ensuite un spécialiste de la communication et du journalisme de l'Université de Liège, Geoffrey Goeyens, qui viendra parler des fake news, peut-être là où on ne s'attend pas nécessairement de les trouver. Et pour finir, ça sera le jeudi 8 novembre, donc c'est la seule conférence qui se fera le jeudi. Et puis, on aura pour clôturer un débat, et là je dois vous le signaler, vous avez vu la brochure, belle brochure, qui indique les conférences de l'extension. Il y a une faute d'orthographe, et c'est toujours malheureux, une faute d'orthographe dans un nom, puisque ça sera un débat avec Patrick Vernier, qui se préoccupe à la faculté Saint-Louis, qui se préoccupe de débusquer les fake news, et aussi un autre débusqueur de fake news, mais peut-être pas les mêmes, et qui considère que l'un et l'autre peut-être en produisent. Ce n'est pas Michel Coulon, comme on l'a annoncé, mais Michel Collomb d'Investigue Action, donc un journaliste qui a l'habitude de dénoncer bien des choses. Ils sont en débat, et ça sera le 27 novembre. On clôturera ainsi ce cycle sur les fake news. Sans tarder, je vais passer la parole à ma collègue Manon Libert, donc professeure spécialisée en journalisme de l'Université de Mons. Voilà, Manon, c'est pour toi. Merci beaucoup. Ah, ça ne fonctionnait pas? Si? Ok. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ce soir. Alors, vraiment, ce week-end, j'ai cherché comment j'allais introduire, comment j'allais essayer de vous accrocher pour commencer cette conférence. Et un peu comme tombé du ciel, il y a eu une super fake news qui a été publiée sur les réseaux sociaux ce week-end. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous avez pu en entendre parler? Non. En fait, ce week-end, on a vu apparaître, oui, je vois quand même qu'il y a des oui. On a pu voir cette fake news qui annonçait une explosion à la centrale nucléaire de Tihange. Et je trouvais que c'était assez... déjà, moi, j'étais assez contente parce que je me dis, voilà, c'est une accroche qui peut être assez sympa pour la conférence de ce soir. Et puis, bien au-delà aussi de ça, je me suis dit, c'est vraiment une illustration qui montre à quel point on est de plus en plus donc, exposé à une multitude de fake news et à quel point on est aussi vulnérable par rapport à ces tentatives de manipulation. Et donc, les fake news, évidemment, on peut en dire beaucoup de choses. On peut prendre ça à partir de différents acteurs. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de me concentrer sur les journalistes. D'une part parce que je pense vraiment qu'ils ont un rôle qui est élémentaire à jouer dans ce combat par rapport aux fake news. Et parce que je pense aussi que toutes les difficultés et les enjeux que rencontrent les journalistes actuellement, à cause de ce passage aussi aux médias numériques, au web 2.0, ça découle évidemment des enjeux qui sont relatifs à la société. Et nous, en tant que consommateurs de l'information. Alors, avant de vous parler de ces enjeux liés au journalisme, je pense que comme c'est vraiment la première conférence de ce cycle, c'est quand même important de revenir de manière plus générale sur ce que sont les fake news, sur la définition notamment des fake news, et en quoi ce terme fait de plus en plus débat actuellement. Alors j'ai essayé de regarder, de retracer un petit peu l'étymologie aussi de ce terme, le sens de ce terme, et la première définition que j'ai pu trouver, elle date de 2012. En 2012, les fake news désignaient des émissions télévisées aux États-Unis qui parodient des programmes d'information dans un but vraiment de commenter
C'était un petit peu un but satirique, aussi humoristique, pour commenter l'actualité, commenter les affaires publiques. Donc on est loin du sens en fait de fake news aujourd'hui. Et ce sens, il a vraiment évolué en 2016. Alors en 2016, dans des contextes aussi très politiques, avec le référendum pour le Brexit, et aussi pour les élections présidentielles américaines. Là, on voit vraiment que le sens, donc le sens du terme fake news, s'est transformé, il s'est généralisé aussi. Et on parlait de fake news comme des informations qui sont délibérément mensongères. C'est vraiment dans un but de... C'est pas une erreur, simplement, c'est vraiment délibéré comme mensonge, et conçu pour être diffusé et relayé à grande échelle sur les réseaux sociaux. C'est vraiment en 2016 que, en fait, un autre terme, je ne peux pas parler des fake news sans vous parler de la post-vérité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette post-vérité. Est-ce que d'autres personnes ont déjà entendu parler de ça? Non? On a l'impression que c'est un terme qui est très académique, universitaire, mais c'est vraiment pourtant de plus en plus relayé par les médias, notamment. On serait entré dans une ère de post-vérité. C'est-à-dire vraiment dans une ère ou dans un contexte où les circonstances dans lesquelles, c'est vraiment les circonstances dans lesquelles les faits, la réalité, les faits objectifs, ne seraient plus aussi importants, auraient moins d'influence pour modeler notre façon de penser, pour convaincre l'opinion publique. Donc on serait vraiment dans une ère qui considérait la vérité comme un concept qui n'est finalement plus si central que ça. Les faits ne seraient plus si centrales que ça. L'important, c'est l'appel aux émotions, l'appel aux croyances personnelles pour convaincre l'opinion publique. Généralement, on considère qu'on serait entré dans cette ère de post-vérité, que le premier en fait, scrutin électoral de cette ère de post-vérité serait le référendum du Brexit. Alors si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a eu, à ce moment-là, en 2016, il y a eu énormément de fake news, de mensonges qui ont circulé dans ce référendum. Les médias aussi y ont participé. J'ai mis ici un exemple, mais j'aurais pu en citer aussi beaucoup d'autres. Vous avez peut-être vu ça, c'était le camp du livre, donc ceux qui voulaient quitter l'Union européenne, qui ont par exemple dit que le fait de quitter l'Union européenne allait dégager une somme énorme d'argent qui serait délivrée à la sécurité sociale, et donc finalement aux Britanniques. Ça a été relayé, même si sur leur bus, c'est un exemple que j'ai pu mettre, mais donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui revenait même dans les médias, c'était relayé. Et en fait, au lendemain du référendum, très rapidement, les partisans du camp du livre ont dû dire, ben non, c'était en fait pour vous convaincre, et on n'est pas capable de tenir cette promesse. C'était vraiment une fake news. C'est pas la seule. Je vous ai dit que les médias également ont participé à cette ère de post-vérité, qu'en fait les faits ne sont plus tellement importants pour convaincre. Il faut vraiment faire appel aux émotions notamment. Et donc là, un exemple, le Sun, un tabloïd britannique, c'est vraiment un tabloïd, donc ça fait aussi presse people, scandale, etc., qui annonçait que par exemple la reine d'Angleterre, elle était favorable au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour convaincre justement ceux qui hésitaient encore à voter la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, les médias, normalement, ça ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Ils ont dit, en fait, ils se sont basés sur une rumeur, comme quoi la reine d'Angleterre aurait un jour dit ça lors d'un gala ou lors d'un dîner. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une information qui est fondée, ce n'est pas du tout une information qui a été vérifiée. Et la reine d'Angleterre a exigé un démenti tout de suite, évidemment. Mais ça montre vraiment qu'on serait entré dans cette ère de post-vérité, où les faits ne sont plus si centrales que ça. L'important, c'est de convaincre. Les élections présidentielles, on est exactement, américaines en 2016, on est exactement dans le même contexte. On a vraiment affaire notamment à des contenus de propagande, donc de plus en plus de sites, souvent des sites proches de l'extrême droite, qui vont colporter des fausses informations, colporter aussi des complots. Généralement, soit ce sont des sites qui sont en faveur de Donald Trump, qui étaient en faveur de Donald Trump, ou qui étaient tout simplement anti-Clinton. Et donc il y a eu énormément de contenus de propagande qui ont circulé et qui ont été relayés à l'échelle mondiale sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis ici un exemple du Pizzagate. Ça, c'est une affaire qui a fait quand même grand bruit durant ces élections. En fait, donc, tout est parti d'un de ces sites au contenu orienté, au contenu de propagande, qui soutenait que des proches d'Hillary Clinton travaillaient. Ils étaient organisés depuis une pizzeria. Ils organisaient un réseau de pédophilie depuis une pizzeria qui était assez réputée de Washington. Et ça a circulé vraiment sur les réseaux sociaux de manière virale pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'une personne, un homme, décide de rentrer armé dans cette pizzeria afin de rendre justice lui-même. Ça montre à quel point on peut être vulnérable, encore une fois, par rapport à ces fake news. Et des exemples, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais donc là, on est vraiment plus dans des intérêts politiques, des intérêts de propagande. Mais pendant les élections, ce qu'on a vu aussi énormément apparaître, ce sont tout le business qu'on peut faire autour des fake news. Il y avait des personnes qui n'avaient pas du tout des intérêts politiques,
mais qui se sont vite rendus compte tout simplement que publier des fake news, ça fonctionne bien, c'est très lucratif. Pourquoi? Déjà, c'est parce que ce sont des nouvelles qui sont généralement sensationnelles. Et plus c'est sensationnel, plus ça fait du clic, aussi sur les réseaux sociaux. Et si on fait du clic, si on parvient à en faire, on génère des revenus publicitaires. Et donc, on sait faire aussi des revenus comme ça, de cette manière. Et donc, ici, je vous ai mis un exemple d'un de ces sites qui a vraiment été créé uniquement dans ce but de générer des revenus liés à la publicité. Et ce qui s'est passé, c'est assez marrant, mais en Macédoine, d'abord, il y a une première personne qui a commencé à créer un site justement dans ce but de faire un business autour des fake news. Et donc, il relayait beaucoup d'infos liées à Trump, donc, par exemple, le pape soutient Donald Trump ou des affaires comme ça. Et dans cette petite ville de Macédoine, on s'est rendu compte que c'était vraiment un business autour de tout ça. Et donc, de plus en plus de personnes ont commencé. Il y a eu des centaines de sites qui ont été créés depuis cette petite ville de Macédoine, justement pour faire du clic et pour générer des revenus publicitaires. Et tout ça, certains estiment, maintenant c'est pas possible de mesurer l'influence que ça a pu avoir, mais beaucoup, justement, craignent l'influence que ça a pu avoir sur les élections, toutes ces fake news. Alors le terme, il a encore évolué après ça. Il a évolué de manière très inopinée, juste 2 jours après les élections américaines, les élections présidentielles. Donc la victoire de Donald Trump, il a gagné, et 2 jours après, il va s'adresser aux médias, juste dans un tweet, comme ça, il va un petit peu changer le sens du terme fake news en disant ce sont des fausses nouvelles. Donc là, en fait, il accuse les médias d'être des fake news, de relayer des fake news, tout simplement parce que les médias, en fait, critiquaient le fait qu'ils gèrent toujours son business, son métier, ses affaires économiques, alors qu'il est président et que la Constitution américaine, normalement, oblige un président d'arrêter toutes ses affaires personnelles. Et donc là, juste avec ce simple tweet, il va donner un nouveau sens au terme fake news. Celui qu'on entend de plus en plus maintenant, tous ceux qui disent ce sont des médias fake news, je ne réponds pas parce que vous êtes des médias fake news. Donc c'est vraiment en fait un moyen ici de discréditer les journalistes. Et aussi de les contourner en fait, en faisant cela. Parce qu'on les empêche de poser des questions, on organise de moins en moins de conférences de presse parce qu'on dit non, ce sont juste des fake news par exemple. Donc c'est une nouvelle façon vraiment de porter le doute sur le journalisme et sur les médias. François Hendricks de l'Université libre de Bruxelles disait qu'au tout départ, on a cru en fait que c'était de la provocation de la part de Donald Trump. Toujours s'attaquer aux médias de cette façon, dire vous êtes des médias fake news. Mais à force de voir ces différents tweets, on se rend compte de plus en plus que c'est surtout une stratégie politique notamment, qui en fait est inspirée de la stratégie du doute. La stratégie du doute, c'est une stratégie qui a beaucoup eu lieu notamment dans l'industrie du tabac, tout ce qui est industriel. Et donc, par exemple, l'industrie du tabac a inventé cette stratégie du doute qui consiste en fait à parler de faits scientifiques. Il y a des faits qui sont scientifiquement établis. Ils se concentrent sur un point sur lequel ils peuvent jeter le doute et ils vont vraiment insister sur le doute. Ils ne vont plus montrer que le doute qu'on peut avoir par rapport à ces faits établis. Et en faisant cela, ils vont en fait jeter le discrédit, jeter le doute sur toute la réalité, sur l'ensemble des faits. Et donc, par exemple, critiquer à chaque fois, de manière récurrente comme ça, chaque média qui peut remettre en compte ce qu'il dit, c'est une manière aussi de jeter le discrédit, de jeter le doute sur l'ensemble de la presse. Comme si la presse était complètement uniforme, comme s'il n'y avait qu'une seule voix qui était portée par la presse. Donc on est vraiment dans l'ordre de la stratégie politique aussi, ici, davantage que dans la provocation. Et ça a donné un nouveau poids aussi au sens du terme fake news. Alors, je ne sais pas si, par exemple, je vous demande pour vous, comment est-ce que vous appréhendez les fake news? Pour vous, c'est quoi les fake news? Je ne pense pas, en tout cas, ça m'étonnerait que l'on ait tous la même définition du terme fake news. Je n'ai peut-être pas la même que vous avez certainement des définitions qui sont très très différentes. Et c'est notamment des études qu'on a pu faire aussi. On a demandé à un public comment est-ce qu'ils appréhendent les fake news. Pour vous, c'est quoi? Ça recouvre quoi? Et on a vu vraiment que ça s'était associé, ce terme fake news, à des phénomènes qui sont hyper différents. Alors, ce qu'on entend souvent, par exemple, que les fake news peuvent être associés à du contenu qui est satirique. Donc, j'ai mis 2 exemples ici que vous connaissez certainement bien, le Gorafi en France, ou plus près de chez nous, Nord-Presse. Donc, vraiment ici du contenu qui est fait dans un but satirique, humoristique. Et d'ailleurs, c'est indiqué sur leur site. Ici, j'ai pris l'extrait qu'on peut trouver à propos du Gorafi, qui dit vraiment que tous les articles relatés ici sont faux, jusqu'à preuve du contraire, et rédigés dans un but humoristique. Donc ça déclare clairement son intention également. Donc le public associe les fake news à ces contenus satiriques.
Il l'associe également à tout ce qui relève du mauvais journalisme. Ce qu'il considère comme du mauvais journalisme, c'est notamment toutes les informations qui sont sensationnalistes. Tout ce qui est aussi un journalisme qui est superficiel, qui n'aborde pas les faits en profondeur, qui aussi se trompe, qui déforme parfois l'information, ou qui prend l'information d'un certain angle aussi pour convaincre. C'est vraiment ce qu'ils appellent le mauvais journalisme. C'est associé au terme fake news. C'est aussi donc beaucoup associé à la propagande politique. Donc à la fois les mensonges des hommes et des femmes politiques qui nous entourent, Donald Trump en premier lieu, mais il y en a effectivement bien d'autres, et également des médias qui relaieraient ces mensonges, des médias qui seraient partisans. C'est-à-dire encore une fois des médias qui présenteraient l'actualité de manière détournée, de manière en fait à nous convaincre et qui la présenteraient sous un faux jour. Je vais vous donner des exemples aussi, ce sera peut-être plus parlant. J'essaie de prendre des exemples vraiment tout récents. Ce que j'ai pu trouver par exemple sur un site ici, donc le titre c'est Vote du Parlement européen contre la Hongrie, ils ont triché. C'est un site suisse qui est proche de l'extrême droite et qui relève bien de ces médias qui sont partisans. Donc en fait, eux, ce qu'ils entendent ici, c'est vraiment que lors du vote du Parlement européen qui a eu lieu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, ou il y a 2 semaines, pour faire en sorte qu'il y ait possiblement des sanctions contre la Hongrie, ils ont dit en fait que ce vote il n'était pas valable, il ne s'était pas fait dans des conditions qui étaient valables, qu'ils avaient triché, parce qu'on n'a pas pris en compte, je pense, les abstentions, des choses comme ça. Ils ont relayé en fait des propos du Premier ministre aussi hongrois. Donc là, on est vraiment dans un contenu, dans un média qui donne du contenu de propagande politique. Un autre exemple, ici les échos.fr, qui là, voilà, c'est pas du tout le site que je remets en cause ici, c'est davantage Donald Trump et tous ces mensonges ici, Donald Trump qui prend vraiment plein de libertés par rapport aux faits liés à l'économie. Donc on est vraiment dans voilà, ce qu'on peut considérer comme fake news, c'est aussi tous les mensonges des hommes et des femmes politiques et aussi des médias partisans. Alors, est également associé au terme fake news certaines formes de publicité, notamment les contenus sponsorisés. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce que c'est, mais si vous surfez sur des sites d'information, par exemple, des sites traditionnels, ça peut être Le Soir, La Libre ou autres, parfois mélangés aux articles journalistiques, on voit des contenus, soit il est marqué contenu produit par nos partenaires ou contenu sponsorisé. Et si on clique dessus, on arrive surtout à des contenus liés à la publicité. Ce n'est pas du tout des contenus qui sont faits par les journalistes de la rédaction, ce sont des contenus qui sont publicitaires. Et ça également, c'est associé au terme fake news. Et enfin, est également associé, ce sont tout ce qu'ils appellent les false news. C'est à la fois les contenus pièges à clics que je vous ai montré juste avant, par exemple avec l'exemple de la Macédoine qui a créé plein de sites qui étaient uniquement là dans le but de faire du clic et donc de dégager des revenus publicitaires. Et aussi vraiment les sites qui sont orientés de désinformation mais qui ne sont pas considérés comme étant des médias d'information. Je vais vous montrer un petit exemple ici aussi que je trouvais assez sympa. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo sur Facebook ou quoi, sur les réseaux sociaux. Non, c'était la semaine dernière, je crois. Donc voilà, on est dans le contexte de l'ouragan Florence et on voit cette superbe image de Donald Trump dans un canot de sauvetage qui sauve la vie de quelqu'un en lui tendant sa casquette Make America Great Again. Donc c'est assez marrant et bien sûr c'est tout à fait une fausse nouvelle, une fake news. Voilà, avec la petite légende qui dit vous ne verrez pas ça dans les médias, partagez-le, faites en sorte que ça devienne viral. Donc là, on est vraiment dans des fake news, en fait, des informations qui ne sont pas du tout du contenu journalistique informationnel, mais qui sont là dans le but de convaincre l'opinion publique ou de faire du clic. À mon avis, ici, vu la petite touche humoristique de la casquette, c'est peut-être plus pour faire du clic, ou peut-être les deux même, la frontière est parfois floue. Mais en fait, ici, je vous ai mis la réelle image, l'image de base qui date de quelques années en avant, avec un autre ouragan, je pense, et on voit là que Donald Trump a été en fait remplacé, enfin que les sauveteurs ont été remplacés par Donald Trump. Juste pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur aussi de ces fake news, elle a été partagée plus de 275 000 fois sur Facebook. Quand j'ai eu l'information, ça se trouve ça a encore été relayé aussi. Je vous le montrerai aussi après la fin de la conférence, de ne pas rechercher cette photographie, de ne pas la relayer aussi sur les réseaux sociaux, ce serait mieux, pas participer à ça. Donc voilà, on voit vraiment que ce terme recouvre des phénomènes qui sont hyper différents. Et donc c'est difficile de faire le tri aussi sur ce que c'est une fake news, est-ce qu'il y a une réelle définition, est-ce qu'on sait définir le terme ou pas. Ce qui est par contre un petit peu plus inquiétant, c'est que si les contenus humoristiques, satiriques, sont bien identifiés comme n'étant pas des réelles informations, tout comme les false news que je vous ai montré ici, le public ne considère pas ça comme des vraies informations,
On voit par contre que tout ce qui est le mauvais journalisme, la propagande politique, les mensonges relayés par les médias ou les acteurs politiques, et les formes de publicité diffusées sur le web, comme les contenus sponsorisés, là pour le public, c'est très difficile de faire vraiment la distinction entre est-ce que c'est une vraie information, une vraie nouvelle, ou est-ce que c'est une fake news. On voit de plus en plus en fait que on n'appréhende pas les fake news de manière dichotomique. Il n'y a pas d'un côté, il y a les vraies informations et d'un côté, il y a les fausses informations. Pour le public, c'est un petit peu comme une échelle, un continuum en fait. Une information peut être plus ou moins proche de la vérité, une information peut être plus ou moins proche du mensonge. Et donc on est vraiment encore une fois dans ce contexte de post-vérité, où les faits finalement, il n'y a pas un fait qui est établi et qui établit une vérité qu'on ne va pas rejeter comme ça en bloc. C'est vraiment un continuum. Ça peut être plus ou moins vrai ou plus ou moins faux. C'est ça qui est assez inquiétant. Et en fait, justement, à cause de ces inquiétudes, de ces craintes, et le fait que le sens du terme fake news a tellement évolué et recouvre tellement de phénomènes différents, de plus en plus de voix dans le monde académique, mais surtout aussi dans le monde journalistique, se sont élevées pour dire, voilà, est-ce que ça vaut la peine de garder ce terme fake news, ou est-ce qu'on ne devrait pas l'enterrer, parce qu'il est peut-être dangereux aussi de l'utiliser comme ça pour décrire tout et n'importe quoi. Donc ça a fait l'objet de pas mal de débats, notamment parce qu'on considère que le terme s'est vidé de son sens, on l'a vu, ça désigne beaucoup de choses, mais aussi parce qu'on estime qu'un seul terme, pour définir un désordre comme ça informationnel, des phénomènes aussi différents, un seul terme, on peut estimer que ce n'est pas suffisant non plus. Et enfin, parce que comme on l'a vu avec l'exemple de Donald Trump qui disait ce sont des fausses nouvelles, ce sont des médias fake news, parce que c'est vraiment de plus en plus utilisé par les politiques, notamment, mais pas uniquement, comme un mécanisme pour vraiment discréditer, pour réprimer et contourner la presse libre. Donc il y a des enjeux sociétaux qui sont très importants aussi liés à ce terme. Alors il y a une autre question qui est assez souvent débattue par rapport aux fake news. On se demande toujours si en fait les fake news, ça désignerait pas une réalité qui est vraiment très très ancienne, et que ce serait juste en fait une nouvelle expression pour désigner quelque chose qui a toujours existé, la propagande, la désinformation par exemple, les canards, les libelles, ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau terme ? Voilà. Est-ce qu'on est face à une réalité nouvelle qui justifie l'emploi d'un nouveau terme, d'une nouvelle expression ? Alors je vous ai mis quelques exemples ici pour vous montrer qu'effectivement, tout ce qui est désinformation, ça existe depuis toujours. C'est une méthode qui est vieille comme le monde. On a eu les canards, on a eu les libelles. Je vous ai par exemple mis un exemple là, du gazetier cuirassé. Une libelle qui est assez connue, c'était vraiment des contenus ici de propagande politique contre la monarchie et autres, des contenus qui étaient très très sensationnalistes, qui présentait, par exemple celle-ci, elle présentait vraiment les proches, les conseillers royaux comme des bouffons, comme des incompétents, comme des obsédés sexuels, etc., pour discréditer en fait la royauté, la monarchie. Et on peut considérer, des historiens notamment considèrent qu'en fait les fake news, ça n'a rien de nouveau. Ça aurait notamment contribué à la prise de la Bastille, au dénouement de la Révolution française. Par exemple, un historien qui disait ici, ce phénomène n'est nouveau que dans la mesure où il est pire que par le passé, mais ses racines remontent loin dans l'histoire, jusqu'à la France du XVIIIe siècle. C'est une des positions qu'on peut dire. On peut vraiment considérer que les fake news, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est une réalité qui est très ancienne, et donc on n'a pas besoin, finalement, de ce nouveau terme. Pour ma part, c'est pas ma position. Moi, je crois que nous avons besoin d'un nouveau terme. Je ne dis pas que ça doit être forcément fake news, mais on a besoin d'un nouveau terme, parce que même si la désinformation a toujours existé, la propagande a toujours existé, on est quand même face à des dimensions nouvelles de la réalité qu'on doit pouvoir nommer, qu'on ne doit pas occulter, également si on veut lutter contre les fake news. Alors ces dimensions nouvelles, elles sont bien sûr liées aux nouvelles technologies, au Web 2.0, au développement d'Internet et des réseaux sociaux. C'est d'une part la pollution de l'information à l'échelle mondiale, qui fait qu'une seule personne, derrière son écran, derrière son PC, peut vraiment relayer une information complètement fausse à l'échelle mondiale, très rapidement et sans aucune difficulté. C'est d'autre part aussi le fait qu'on est vraiment face à un ensemble complexe de motivations à relayer ces fausses informations. On l'a vu, il y a des intérêts qui sont économiques, il y a des intérêts qui sont politiques, il y a des intérêts qui sont humoristiques. Il y a plein d'intérêts différents qui font qu'on va créer ou qu'on va diffuser des fake news. Tout comme nous aussi, on est face aussi à un ensemble complexe de consommation de ces informations. On n'utilise pas les réseaux sociaux tous de la même manière et on a des intérêts propres aussi par rapport au fait de relayer ou pas une fake news. Ce qui est également nouveau,
Ce qui fait également, qui pose vraiment problème, c'est l'existence vraiment de nombreuses techniques pour démultiplier ces fake news. Si c'est autant viral, si ça circule aussi vite, si ça a une telle ampleur, c'est notamment, je pense aux bots par exemple, qui sont des algorithmes ou autres, des robots, si on peut dire, qui créent des faux comptes Twitter, des faux comptes Facebook, et qui sont uniquement créés pour relayer toutes ces fausses nouvelles. Donc c'est plus du tout un humain qui se cache derrière un ordinateur, on est face vraiment ici à des faux comptes qui diffusent ces informations. Donc il y a vraiment des techniques qui sont importantes pour démultiplier tout ça. Autre point, voilà, super évident, c'est vraiment la vitesse à laquelle ces fausses informations circulent aujourd'hui. Et aussi toutes les plateformes qui existent et qui permettent vraiment d'héberger ou de reproduire ces messages. Il y a des fois des fake news qui datent d'il y a quelques années, de 2015 par exemple, et qu'on voit ressurgir aujourd'hui comme si c'était complètement nouveau. Ce sont en fait des rumeurs, mais qui sont contenues dans des sites, dans des plateformes, et qui, quelques années plus tard, ressurgissent à cause de tout ça. Parce que justement, sur Internet, la mémoire non plus n'est pas effacée comme ça. Donc on peut retrouver du contenu qui est assez ancien, des rumeurs en fait qui ne s'arrêtent jamais, ou qui sont appelées à recommencer. Donc on est vraiment face à des dimensions nouvelles, une réalité qui est nouvelle, même si la désinformation a toujours existé. Et ce que je vous ai cité ici, ces dimensions nouvelles, je crois qu'on n'a pas encore tout vu, bien sûr. Je pense notamment à tous les développements technologiques liés aux vidéos truquées. Est-ce que vous avez pu voir par exemple la vidéo de Barack Obama? Oui, je vois que certains ont pu le voir. Donc c'est le fait par exemple qu'on est capable de remplacer un visage par un autre et de faire croire par exemple que Barack Obama a tenu des propos hyper injurieux contre Donald Trump alors que ce n'est pas lui qui parle. Donc on peut vraiment en fait faire croire qu'on est face à une réalité, quelqu'un qui est filmé, qui tient certains propos, et en fait ce sont de la désinformation, ce n'est pas la personne qui parle. On pourrait, logiquement, on a la technologie pour le faire, nous faire croire par exemple que le président américain Donald Trump a lancé des directives pour un essai nucléaire en Europe ou autre, juste avec une vidéo truquée comme ça. Donc là, on est vraiment face à une technologie qu'on a de plus en plus de mal à maîtriser, ou en tout cas, on ne se donne peut-être pas les moyens non plus de la maîtriser, parce qu'évidemment, il faut pouvoir aussi identifier tout ça, et certaines personnes pourraient, moi la première aussi, tomber dans le panneau facilement. Donc je crois que ces dimensions nouvelles, on ne les a pas encore toutes vues. Et c'est vraiment avec le développement aussi qu'on va voir ce qui va apparaître maintenant. Et donc, en raison de ces dimensions nouvelles, je vous le disais, pour moi, je pense que ma position, c'est vraiment qu'on a besoin d'une nouvelle expression. On a besoin d'une nouvelle expression parce qu'on est face à une réalité qui a quand même évolué, qui a des dimensions qui sont nouvelles. Et que si on veut justement faire face à cette réalité, je crois que ne pas l'occulter, on a besoin d'un terme nouveau. Il ne faut pas juste croire que c'est la continuité des mensonges, de la propagande et autres. Par contre, est-ce que, je vous le disais, est-ce qu'on doit garder le thème fake news ou pas? Ça, je n'ai pas vraiment d'avis par rapport à tout ça. On a besoin d'une nouvelle expression, mais si on garde fake news, on doit en tout cas resserrer la définition. On ne doit plus présenter tous les phénomènes comme étant, tous les phénomènes que je vous ai énoncés, contenu humoristique, etc., comme étant des fake news. Des fake news, ça devrait être vraiment des informations qui sont délibérément mensongères et qui se propagent de manière virale et qui ont été produites à cet effet. La critiquer les médias en disant ce sont des médias fake news, ça ne devrait pas pour moi être une fake news, une fausse information. Alors, tout ce contexte de post-vérité, le fait que les faits ne sont plus centraux aujourd'hui, les fake news, ce contexte des fake news, pour moi, ça a vraiment deux grandes évolutions structurelles en toile de fond, deux évolutions importantes. D'une part, c'est vraiment lié en fait au contexte de méfiance envers les médias et envers les instances publiques de manière plus générale. Quelques chiffres pour vous illustrer tout ça. On voit par exemple que seulement 53 des Européens considèrent que les médias nationaux offrent des informations qui sont dignes de confiance. C'est assez peu. Et 57% d'entre eux ne croient pas à l'indépendance des médias d'information. Ce qui par contre est assez élevé. Donc l'indépendance par rapport aux pressions politiques, aux pressions économiques, commerciales. Donc on est vraiment dans un contexte de méfiance par rapport à ces médias. Et la seconde évolution structurelle, c'est vraiment le fait qu'on est passé d'un environnement médiatique, informationnel, qui était dominé par les médias d'information, c'est eux qui nous donnaient l'information. On est passé à un environnement médiatique de plus en plus lié au web 2.0, où les médias ont perdu ce contrôle, ce monopole de l'information. C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Je vous disais, je voulais vraiment vous parler aujourd'hui des enjeux liés au journalisme.
Et ces deux changements structurels, ces deux évolutions, elles sont vraiment profondément liées avec le journalisme, avec le rôle du journalisme aujourd'hui, les difficultés qu'il rencontre et les défis aussi qu'ils doivent affronter. Alors si je reprends l'idée, vraiment l'évolution de la méfiance accrue envers les médias d'information, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la critique des médias, c'est une critique qui a toujours existé. Depuis l'apparition du journalisme au XVIIe siècle, on a toujours critiqué les médias. Pour plusieurs raisons qui sont tout à fait légitimes. Déjà, on considère que les médias ont des pouvoirs qui sont importants dans une société, et donc on peut aussi leur demander beaucoup de responsabilités par rapport à ces pouvoirs. Donc voilà, la manque de fiabilité, c'est une critique qui est assez récurrente, et on observe généralement qu'il y a vraiment une recrudescence de ces critiques de manque de fiabilité dans deux contextes, à la fois à chaque apparition de nouveaux médias. Donc ici on le voit bien avec les réseaux sociaux, avec le web 2.0. Chaque apparition de nouveaux médias fait que vont ressurgir des critiques encore plus fortes de fiabilité par rapport au contenu journalistique. Et également quand le journalisme traverse des périodes vraiment de tension, quand leurs pratiques professionnelles sont vraiment bouleversées, notamment par des changements technologiques, mais pas uniquement. Alors évidemment, le journalisme a une part de responsabilité dans cette méfiance, dans cette perte de confiance du citoyen vis-à-vis des médias d'information. Les erreurs de forme, comme les fautes orthographiques, elles sont assez courantes. Les erreurs de fond le sont aussi, malheureusement. Et on retrouve également des cas de distorsion de l'information, des cas de manipulation aussi. Je vous ai montré tout à l'heure le site suisse d'extrême droite, par exemple. C'est aussi un exemple de tout ça. C'est plus parlant aussi si je vous donne des exemples plus concrets. Par exemple, ici, cet article de Libération qui date de 1989 et qui concerne le charnier de Timisoara. Alors, je ne sais pas si c'est frais dans les mémoires, mais c'est vraiment un cas d'école quand on essaye de parler de la critique du journalisme et des erreurs journalistiques. Donc là, si je remets un petit peu le contexte, on est dans la fin de la révolution en Roumanie. Le dictateur a été évincé, il a été tué, et on retrouve au lendemain de cette révolution, on retrouve un charnier qui contient une vingtaine de corps, en fait, qui vont être associés aux victimes de la révolution roumaine. Les médias vont monter en épingle cette affaire. On va dire en fait que ces vingtaines de corps, ça va se transformer en 2000 corps, je pense. Et des médias comme, c'était TF1, c'était Libération, des médias quand même qu'on peut juger de référence aussi. Et donc, c'est vraiment une affaire, ça va être un emballement médiatique qui va être très très important. On va dire que Ceausescu était un tortionnaire, qu'il buvait le sang de ses victimes. On va aller très très loin dans l'emballement médiatique, même pour des médias de référence. Et alors qu'en fait, ces victimes, ce n'étaient pas du tout des victimes de la Révolution. Ce charnier contenait des corps, je pense que c'était peut-être un ancien cimetière ou autre, mais c'était des corps qui n'avaient rien à voir avec des victimes de la Révolution. Alors, une des phrases qui est encore d'actualité aujourd'hui, pourtant ça fait bien longtemps, c'était vraiment un mania de la presse américaine qui disait « N'acceptez jamais que la vérité vous prive d'une bonne histoire ». Alors, comme je dis, c'est assez d'actualité aujourd'hui par rapport aux intérêts économiques aussi des médias, par rapport à la course aussi au clic. C'est que parfois, il y a d'autres enjeux que les faits, que la réalité, bien sûr, qui entrent en compte. Et une bonne histoire, voilà, on sait que ça se relaie bien, que ça se diffuse bien, et donc c'est toujours aussi plus rentable. Je vous donne un exemple ici, un grand exemple de mensonge, de non-respect de la déontologie. C'est un autre article, ici du Washington Post, qui est plus ancien, il date de 1980. Donc il s'intitule Jimmy's World, et c'est en fait la journaliste va faire un reportage sur un petit garçon de 8 ans qui vit dans un quartier qui est vraiment touché par les trafics de drogue. Et elle raconte que ce petit garçon de 8 ans, en fait, il est complètement drogué depuis des années. Elle décrit ses petits bras qui sont remplis de piqûres, des seringues, tellement il est accro à l'héroïne. Et ça va susciter un émoi qui est énorme à cette époque, en 1980. La journaliste, lui, elle va obtenir le prix Pulitzer, elle aura une grande reconnaissance de son travail. Le maire de la ville, je ne sais plus si c'est Chicago ou une autre ville, je n'ai plus ça en tête, mais le maire de la ville va rechercher ce petit garçon, mais en fait c'est un petit garçon qui n'a jamais existé. C'est une histoire qui a été inventée de toutes pièces par une journaliste d'un média qui est assez renommé, le Washington Post. C'est complètement mensonger. Ça va être découvert bien après, parce qu'on a recherché ce petit garçon un petit peu partout, et qu'on a vu que non, ce petit Jimmy n'existait pas. Mais il y a évidemment des exemples qui sont beaucoup plus récents, ça vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est, je crois, un article qui date de 2015, du Daily Mail, donc là on est plus aussi dans un tabloïd. Lorsque David Cameron est toujours le Premier ministre,
Et en fait, c'est une journaliste qui retrace un petit peu, je crois qu'elle écrit un livre, elle fait un petit peu une sorte de biographie de David Cameron. Et dedans, elle va relayer aussi des rumeurs. Une rumeur qui dit en fait que lorsqu'il était étudiant à l'université, David Cameron aurait mis ses parties intimes dans la tête d'un cochon mort. Voilà. C'est parti d'une rumeur comme ça, qu'elle relaie dans le Daily Mail. Certains médias vont relayer également l'information, d'autres vont être nettement plus prudents par rapport à ça. Mais dans le contexte des réseaux sociaux, ça va énormément circuler. Ça va même faire une affaire qu'on va appeler le Piggate, après, tellement ça a été relayé. Et il a dû même, David Cameron, publier aussi un démenti pour dire, voilà, non, je n'ai jamais fait ça. Et lorsqu'on a interrogé cette journaliste et qu'on lui a demandé, voilà, est-ce que vous avez des sources pour confirmer tout ça, elle a simplement dit, je ne suis pas certaine de mes sources, je ne sais pas croiser mes sources, mais voilà, c'est une rumeur, je ne peux pas confirmer cette information. Mais c'est une journaliste qui est tenue par sa déontologie, ses droits et ses devoirs professionnels aussi, de dire la vérité. Et encore une fois, on voit que même le journalisme aussi peut être touché, peut être par ce contexte de post-vérité, où les faits ne sont plus tellement importants. L'important, c'est de convaincre l'opinion publique, c'est de susciter des émotions. Donc voilà, les erreurs, la responsabilité, le journalisme en a bien sûr dans cette méfiance vis-à-vis de l'information. Mais cette méfiance, elle est aussi animée, intensifiée par toutes les attaques dont sont victimes les journalistes, d'autant plus à l'heure actuelle. Le fait d'instiller le doute, de dire par exemple les médias d'information, il n'y a plus du tout d'indépendance par rapport à ces médias d'information, ils ne répondent qu'à des intérêts économiques, qu'à des intérêts politiques, regardez plutôt que des médias alternatifs, ça c'est une manière d'instiller le doute sur l'ensemble de la profession, comme si le journalisme c'était une grande matière qui est complètement uniforme, comme si tous les organes de presse faisaient exactement la même chose, avec la même déontologie. C'est une manière aussi vraiment d'attaquer, et comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à Donald Trump, attaquer, ce n'est pas uniquement de la provocation, attaquer, c'est aussi un mécanisme pour entraver le travail journalistique. Donald Trump qui, lors d'une conférence de presse, dit à un journaliste « Vous, je ne réponds pas à votre question parce que vous appartenez à un média fake news », c'est une manière d'éviter sa question, bien évidemment. Le fait aussi que de moins en moins, il organise des conférences de presse. Je parle de Donald Trump, mais il y a d'autres politiciens aussi, bien sûr. De plus en plus, on voit des tentatives pour essayer de contourner la presse. Notamment parce qu'on peut utiliser les médias sociaux, on peut lancer sa propre chaîne médiatique, on l'a vu, il y a eu des exemples dans les élections françaises, on peut lancer son propre média aujourd'hui, on essaye de court-circuiter un petit peu les journalistes et parfois de les discréditer pour pouvoir convaincre l'opinion publique, pour instiller le doute sur l'ensemble des médias. Alors que c'est tout à fait aussi contraire à l'idée de la liberté de la presse. Je vous ai mis un exemple ici, juste un extrait de l'article qui est vraiment au fondement de la liberté de la presse. Et donc qui provient de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui dit bien que tout individu a droit à la liberté d'opinion, d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et aussi celui de rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées. Les journalistes sont censés devoir exercer ce droit à la liberté de la presse. Et pourtant, de plus en plus, on voit qu'ils sont court-circuités dans leur travail, qu'ils sont empêchés de travailler correctement. Ce que j'aimerais ici vraiment vous dire, c'est que la méfiance envers les journalistes, c'est à la fois une cause des fake news, ça participe au fait, à ce contexte de post-vérité, il y a eu des erreurs de la part des journalistes, et donc ça va renforcer cette idée que les faits finalement ne sont plus tellement importants, ce qui nous est présenté comme des faits c'est plus tellement important, mais à la fois c'est la cause et c'est aussi la conséquence de cette évolution de cette post-vérité. C'est aussi la conséquence de cette ampleur qu'on a aujourd'hui par rapport aux fake news. Être comme ça autant exposé à une multitude de faits, une multitude d'opinions, on a l'impression finalement que la réalité, elle n'existe pas, qu'on est juste face à des croyances ou des opinions qui sont personnelles. Donc c'est un petit peu un cercle sans fin aussi. Ça a commencé, ça a induit aussi ce contexte de post-vérité, mais c'est renforcé par ce contexte de post-vérité. Et ça, évidemment, c'est un enjeu qui est fondamental aujourd'hui pour le journalisme et donc aussi pour une société démocratique. L'autre évolution structurelle dont je vous avais parlé, c'est vraiment le fait qu'on est passé à un nouvel environnement médiatique qui est de plus en plus lié au Web 2.0. C'est le fait qu'avant, on avait accès aux informations parce qu'on écoutait la radio, on regardait la télévision, on lisait la presse, et donc ce sont surtout les journalistes qui nous fournissaient cette information. Là, on est passé dans un autre contexte médiatique. On le voit de plus en plus, on va consulter Internet. Par exemple, ici, on voit toujours que c'est la télévision qui est la plus couramment utilisée. Et juste en dessous, on a l'utilisation d'Internet. 65%, donc c'est une enquête européenne, les Eurobaromètres, 65% des Européens utiliseraient tous les jours, je pense que c'est tous les jours ou presque tous les jours, Internet.
Et 42% des Européens utiliseraient tous les jours ou presque tous les jours les réseaux sociaux. Donc on est de plus en plus, l'accès à l'information, l'environnement communicationnel et informationnel passe de plus en plus par ce Web 2.0. Idem, si on demande, là on est dans un autre contexte, on n'est pas dans le contexte européen, les contextes médiatiques ne sont pas interchangeables évidemment, mais l'accès à l'information aux États-Unis, une étude a été publiée en 2017 qui montre qu'on a principalement accès à l'information via les sites en ligne, qui incluent les réseaux sociaux. Donc vraiment, ce développement technologique, ce passage va représenter des enjeux qui sont considérables. Alors ça représente vraiment à la fois des opportunités pour le journalisme, être sur les réseaux sociaux, donner du contenu qui est en ligne, ça leur offre notamment des nouveaux formats d'expression, ça leur permet aussi de ne plus être limité, par exemple un journaliste de presse écrite, il est plus limité au nombre de signes qu'il devait remplir, là il peut vraiment écrire de manière, il peut écrire la taille d'article qu'il souhaite aussi. Ça permet aussi davantage de ne pas attendre le bouclage d'une édition, par exemple pour donner l'information, on peut être plus rapide aussi, on peut avoir du contenu, des images, etc. Donc ça offre beaucoup de potentialités pour le journalisme, mais ça représente aussi énormément de difficultés et d'enjeux, ce passage à l'environnement lié au Web 2.0. Et ces enjeux, pour moi, les enjeux principaux, ils sont vraiment liés au modèle économique du Web 2.0. Alors déjà, le Web 2.0, si on doit le caractériser, donc c'est l'évolution bien sûr du Web 1.0, l'évolution qui caractérise en fait tous les sites où nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs de ces sites, on peut créer du contenu, on peut déposer du contenu informationnel, communicationnel, etc. sur ces sites, on peut le partager. Donc on va plus simplement être derrière notre écran passif par rapport à ce qu'on reçoit. Nous-mêmes, si on est, par exemple, vous êtes sur Facebook ou autre, si vous postez quelque chose, vous participez justement à l'évolution de la plateforme qui est devant vous. Vous participez à l'évolution du fil d'actualité Facebook ou autre. On est aussi acteur, on participe à tout ça. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique du Web 2.0. Et les difficultés, pour moi principales, donc, sont liées au modèle économique de ce Web 2.0. Pourquoi ? Parce que ce modèle économique, il repose principalement sur la circulation du contenu. Il faut en fait, pour qu'un contenu soit rentable, il faut qu'il circule un maximum. Il faut pouvoir le liker, le partager, le relayer un maximum sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on va générer aussi des revenus publicitaires qui sont plus importants. Donc c'est fondé en fait au cœur de ce modèle économique, c'est vraiment l'idée d'audience. On veut atteindre le public le plus large possible. C'est sur ça que repose le modèle économique. Là où c'est plus délicat, où le bas blesse vraiment, c'est le fait qu'on est face vraiment à un terrain qui va favoriser les nouvelles qui sont sensationnalistes. Pourquoi ? Parce que voilà, relayer un fait ou relayer une fake news, une fausse nouvelle qui est sensationnaliste, c'est toujours la fake news qui va le plus être relayée. C'est comme ça. On voit beaucoup plus que c'est partagé, commenté, etc. quand c'est une fausse nouvelle, quand ça fait appel aux émotions, quand c'est sensationnel. Et donc on est vraiment face à un modèle économique qui favorise la propagation de ces informations sensationnalistes. Et donc aussi des fake news, évidemment. Donc ça implique énormément de bouleversements. On est vraiment dans une période de transition pour le journalisme qui doit redéfinir son rôle par rapport à ces évolutions. Et alors il y a beaucoup de bouleversements qui ont été induits, beaucoup de changements. Alors vraiment le changement principal, la plus grande difficulté rencontrée par les entreprises médiatiques aujourd'hui, c'est vraiment le besoin de trouver un modèle économique qui fonctionne sur cette plateforme Web 2.0. On n'a pas encore trouvé la solution qui permettrait de rentabiliser tout ça. Pour l'instant, déposer du contenu en ligne sur un site, le partager sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas fonctionner une entreprise médiatique, pas du tout. C'est même bien le contraire. Et donc, voilà, il y a vraiment des grandes difficultés économiques dans les entreprises de presse. Et l'une des difficultés est justement la concurrence par rapport aux plateformes numériques du Web 2.0, par rapport aux réseaux sociaux également. Donc on voit de plus en plus, je ne sais pas si c'est votre cas, mais de plus en plus on voit qu'on a accès à l'information via ces réseaux sociaux. Est-ce que par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais est-ce que vous consultez l'information via les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes abonné à une entreprise médiatique au soir, à la Libre, à l'RTBF ou autre ? Oui, je vois quand même des oui dans la salle. Voilà. Le fait que ce soit notre point d'accès, on va voir donc bien sûr le titre par exemple de l'article, on voit un tout petit début du chapeau journalistique, et si on clique dessus, on va arriver sur le site en question,
Mais de cette manière, comme c'est notre porte d'entrée à l'information, ce sont ces réseaux sociaux, ces plateformes numériques qui vont tirer le maximum de revenus publicitaires par rapport à des informations qu'ils n'ont pas du tout créées. Eux, ils rassemblent cette information sur leur plateforme, mais ce ne sont pas eux qui sont à la base de ces informations. Ils n'ont pas une équipe de journalistes derrière. Donc ils vont rassembler du contenu qui a été édité par d'autres et ils vont en tirer des revenus publicitaires. Les médias, eux, ils vont juste en tirer les miettes restantes de ces revenus. Je vous ai mis ici la une du soir, je crois que ça date du 12 septembre. C'est dans le contexte de la directive du Parlement européen. Le Parlement européen a voté une directive concernant notamment les droits voisins. Donc c'était justement par rapport à cet enjeu, le fait que lorsqu'on accède à l'information via les réseaux sociaux, ce sont surtout les réseaux sociaux qui vont tirer, qui vont dégager des revenus, et que les médias ont juste les miettes restantes. Ils réclament en fait des droits voisins. Ils réclament davantage de revenus par rapport à leurs publications, des publications qui leur appartiennent, parce qu'ils appartiennent à leurs journalistes. Et donc, il y a eu énormément de lobbying autour de cette directive européenne, et notamment les médias d'information, bien sûr, qui se sont mobilisés par rapport à ça. Et donc ici, la une du soir, avec un encart blanc qui disait « L'information, ça a un coût ». Ça a un coût, et donc on doit pouvoir être rétribué par rapport à tout ça. Et si vous voulez une information de qualité, il faut pouvoir aussi se rendre compte que nous devons être rétribués par rapport à ça. Et donc ce qu'ils demandent vraiment, c'est que les réseaux sociaux leur versent une partie de ces revenus publicitaires, qu'ils puissent quand même tirer une partie plus importante de ces revenus, et également que leurs journalistes, en tant que droit d'auteur, puissent tirer une partie plus importante de ces revenus. La directive européenne, donc là, ça a été voté au Parlement européen, ça a été accepté, maintenant c'est encore un long circuit, ça doit être voté en Commission européenne, etc. C'est pas encore fait, mais il est possible, si ça passe, que les éditeurs de presse reçoivent du contenu des grandes plateformes numériques, reçoivent des revenus publicitaires, pardon, des grandes plateformes numériques. Alors l'enjeu par rapport à tout ça, c'est que face à une profession qui est fragilisée en raison du fait de ne pas trouver son modèle économique, ils rentrent vraiment dans une logique aussi où ils vont faire la course au clic. Encore une fois, ce sont les informations sensationnelles qui fonctionnent le mieux. Si ça fonctionne bien, on partage, on clique, on like, et donc ça génère des revenus qui sont publicitaires. Et les médias rentrent parfois dans cette logique aussi. Ils vont de plus en plus, par exemple, faire des articles qui sont peut-être très nuancés dans le corps de l'article, qui présentent peut-être une analyse, mais avec un titre un petit peu racoleur ou simplificateur pour attirer ce clic. On est vraiment rentré dans une logique, en fait, où on doit attirer, faire appel aux émotions pour générer des revenus. Ce qui est assez évidemment problématique. Alors un autre point vraiment lié à ce modèle économique, aux difficultés de trouver un modèle économique rentable, c'est le fait que la profession de journaliste, elle est fortement fragilisée. Et ça, évidemment, ça va avoir des répercussions sur ce phénomène de post-vérité et sur les fake news. On est face à un groupe professionnel, en tout cas en Belgique, qui de plus en plus a des conditions d'emploi qui sont moins sécurisées qu'auparavant. Il y a eu beaucoup de licenciements, notamment. Si je vous ai mis un graphique avec les principales entreprises médiatiques en Belgique francophone, il n'y a pas la RTBF parce que les chiffres ne sont pas disponibles comme ça publiquement. Un graphique qui reprend en fait de 2004 à 2014 ou 2016, j'ai mis les chiffres jusqu'à 2016, l'évolution des équivalents temps plein, donc du nombre de temps plein salariés dans les entreprises médiatiques. On voit par exemple que pour l'entreprise Rossel-Essy, donc ça c'est l'éditeur du journal Le Soir, du Soir Magazine également, on voit qu'entre 2004 et 2016, il y a une diminution de 46% de son équivalent temps plein, donc de ses forces, de ses travailleurs. Pareil pour Sud Presse ici, la diminution est un petit peu moins importante, on a 32,5%. Cette insécurité d'emploi, elle est assez généralisée. Alors vous pouvez très bien me dire ici que, par exemple, RTL Belgium, la courbe ne change pas, il n'y a pas vraiment une pente qui est importante, mais les chiffres s'arrêtent en 2016. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, RTL Belgium, par exemple, a licencié 88 salariés dans son entreprise. Il y a de plus en plus un contexte vraiment d'insécurité professionnelle dans les entreprises médiatiques. Et généralement, les journalistes donc là, je parle vraiment des travailleurs médiatiques, pas des journalistes. Il faut bien faire la différence aussi. Mais cette tendance, dans l'ensemble des travailleurs médiatiques des entreprises, on la retrouve évidemment dans les rédactions. Moi, j'avais les chiffres aussi pour le journal Le Soir, on voit qu'il y a une diminution qui est assez importante. Et quand les journalistes salariés perdent leur contrat, qu'on diminue la rédaction qui est salariée, on remplace généralement ces personnes par des contrats précaires, des jeunes journalistes qui sortent de l'école, qu'on va mettre comme indépendants, même s'ils travaillent exactement dans les mêmes conditions que des salariés, qui sont là à temps plein, mais ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes revenus également.
Donc c'est remplacé par des emplois précaires, il y a une insécurité professionnelle qui va évidemment jouer sur la dégradation de leurs conditions de travail aussi. Donc on est passé à un autre environnement, l'environnement numérique. On doit vraiment diffuser sur différents contenus, de différents canaux maintenant, à la fois peut-être écrire un article pour le journal papier, mais aussi décliner son article sur le site en ligne, sur l'édition de 17h, l'édition du soir, le fil d'actualité, le mettre également sur les réseaux sociaux. Donc on demande vraiment de faire davantage de choses, de décliner la pratique en fait des journalistes, tout en réduisant le nombre de personnes aussi qui travaillent dans ces rédactions. Donc en fait on leur demande de faire plus avec moins de moyens, avec moins de personnes, tout simplement. Et ça évidemment dans un contexte qui favorise les fake news. Ça favorise le fait que c'est de plus en plus difficile de prendre le temps, de peut-être appeler 3 fois 3 sources différentes pour vérifier une information, de prendre le temps de vraiment juger aussi de la qualité informationnelle. Cette vitesse aussi, cette vitesse de propagation, la vitesse qu'on leur demande, l'instantanéité, de plus en plus aujourd'hui, ça rend aussi compliqué le fait de pouvoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais bien évidemment, je n'ai pas du tout voulu vous dresser ici un contexte qui est ultra négatif. C'est un groupe professionnel qui est fragilisé, mais c'est aussi un groupe professionnel qui tente de réagir, qui n'est pas du tout passif par rapport à cette transformation. À la fois, on voit se développer dans les rédactions des journalistes qui ont des spécialités de fact-checking, par exemple, donc qui sont vraiment engagés pour scruter le moindre discours politique et vérifier chaque information qui sont données. Donc le fact-checking, la vérification, tous les journalistes sont censés le faire, mais là, c'est vraiment des personnes qui vont systématiquement décrypter les discours politiques et autres pour déceler ce qui est vrai, ce qui est faux, et le relayer au public. On voit également d'autres formes de journalisme, éloignés des formats traditionnels, par exemple des journalismes au long cours, des journalistes qui prennent le temps de faire de l'investigation, qui ne sont pas du tout dans cette vitesse de diffusion de l'information. Des journalistes, des publications aussi qui sont complètement différentes, où vraiment on va favoriser l'investigation et autres. Donc il y a vraiment aussi un groupe professionnel qui réagit par rapport à tout ça. Il y a eu par exemple aussi, dans cette lutte contre les fake news, je pense que c'était pendant les élections présidentielles françaises, des rédactions qui se sont unies pour vérifier chaque information. Donc je pense qu'il y a eu une trentaine de rédactions, les plus grands quotidiens aussi, qui se sont en fait réunies pour vérifier systématiquement tous les arguments qui vont être donnés durant cette campagne électorale. Donc on voit que c'est aussi un groupe qui réagit, un groupe professionnel qui réagit par rapport à son contexte de post-vérité. Alors un autre enjeu pour le journalisme qui est lié à ce passage au Web 2.0, c'est le fait que les journalistes ont perdu le monopole de la production de l'information. Tout un chacun, on peut tous désormais, comme je le dis, on est dans le Web 2.0, on peut produire du contenu informationnel, on peut diffuser ce contenu informationnel. C'est plus les journalistes qui ont le monopole de tout ça. Et donc certains, suite à ça, vont jusqu'à dire qu'en fait les fake news, ce serait un petit peu le symptôme, si on peut dire, ou la métaphore du fait que le journalisme aurait disparu. Qu'il y aurait plus un rôle, comme on est tous susceptibles de produire de l'information, il n'y en a plus vraiment un besoin d'un groupe professionnel qui serait là pour produire cette information, et donc le journalisme aurait disparu. J'aimerais juste ici, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a encore besoin des journalistes, vu qu'on peut tous produire du contenu informationnel. Et ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est le fait que produire de l'information, on est tous capables de le faire, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'on fait du journalisme. Ce n'est pas la même chose. Un journalisme, ça a des pratiques aussi, des pratiques qui reposent sur des valeurs, qui reposent sur des mécanismes comme vraiment croiser ses sources, vérifier chaque information, présenter une analyse, une réflexion, prendre de la hauteur aussi par rapport à certains débats, présenter des débats contradictoires aussi s'il y en a. Et ça, nous, on n'est pas à même de le faire. Dans un contexte vraiment de surabondance de l'information, on n'est pas capable, par exemple, de vérifier chaque information qui passe sous notre nez sur les réseaux sociaux. On n'est pas capable de faire ça, on n'a pas le temps de faire ça, tout simplement. Et donc cette profession de journaliste, elle est encore, si pas plus, ultra importante dans le contexte actuel de post-vérité. Donc vraiment, produire de l'information, ce n'est pas faire du journalisme. Or, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, c'est que comme on peut tous produire de l'information, on n'a plus besoin de ces journalistes. Un autre enjeu aussi qui est important, c'est que les journalistes, à cause de ce passage lié au Web 2.0, ils ont perdu le monopole du rôle de gatekeeper. Alors qu'est-ce que c'est ce rôle de gatekeeper ? C'était le fait qu'en fait, c'était les journalistes qui avaient le monopole de décider ce qui pouvait être débattu ou pas dans l'espace public.
Donc ils vont justement, l'actualité, voilà, il y a les informations, l'actualité, il se passe plein d'événements un petit peu partout dans le monde, et ils vont décider ce qui mérite, ce qui est assez pertinent, assez intéressant, d'être dans leurs médias, et donc d'être débattu dans l'espace public. C'est ce qu'on appelle le rôle de gatekeeper. Et de plus en plus, on voit que, comme on a accès à une information qui est vraiment beaucoup plus large maintenant que le journalisme, on voit qu'ils n'ont plus le monopole de ce rôle, ils partagent ce rôle de plus en plus avec des algorithmes, les algorithmes des réseaux sociaux, et des algorithmes qui sont parfois aussi opaques. Si par exemple ici on serait sur Google, et je vous demande de faire une recherche, tous sur le même thème, je suis quasiment convaincue que même si on fait cette recherche sur le même thème au même moment, on n'aurait pas forcément les mêmes propositions de Google. Tout comme nous n'avons pas le même fil d'actualité sur notre réseau social, sur notre environnement médiatique personnalisé. Donc voilà, on a vraiment c'est un rôle qui est partagé par des algorithmes qui sont assez opaques. Et il y a évidemment des inconvénients assez importants à tout ça. Ces algorithmes, les algorithmes de Facebook, Twitter, YouTube et autres, alors sur quoi ils reposent? Encore une fois, il faut tenir compte de leur modèle économique. Ces algorithmes, ils reposent sur le fait qu'on va nous présenter ce qu'on est censé aimer en raison de nos navigations passées. On va par exemple regarder toutes les navigations qu'on a pu faire dans la semaine, tout ce qu'on a pu liker, partager, etc. Et donc on va nous présenter ce qui est censé nous intéresser, ou ce qui est censé intéresser nos amis. Tout simplement pourquoi? Pour faire du partage et donc pour générer aussi des revenus, évidemment. Et l'inconvénient, la conséquence de tout ça, c'est qu'on se retrouve de plus en plus dans des environnements médiatiques qui sont personnalisés. Donc je vous le disais, on n'a pas le même fil d'actualité Facebook, on n'a peut-être pas la même page YouTube non plus, parce que c'est en fonction de nos navigations qui sont passées. Et on se retrouve dans ce qu'on a appelé des bulles de filtre, donc des environnements médiatiques qui sont personnalisés et qui font en sorte qu'on va nous donner tout ce qu'on est censé attendre, tout ce qu'on est censé aimer. Ce qui, bien sûr, va nous renforcer dans nos croyances, nous renforcer dans nos opinions qui sont personnelles. On ne va plus nous montrer une opinion en fait, qu'on n'aurait pas partagée. On va de moins en moins nous montrer cette opinion. Que ce soit les opinions politiques, si par exemple vous êtes de gauche, etc., on va peut-être maintenant, ici en temps électoral, on peut peut-être le voir sur votre profil Facebook, vous allez peut-être cliquer sur les informations de tel parti, et vous recevez de plus en plus des informations liées à ce parti, et beaucoup moins liées à d'autres partis, parce que c'est des idéologies politiques tout à fait différentes. Donc on voit de plus en plus qu'on nous donne ce qu'on est censé devoir aimer, et on est un petit peu enfermé dans nos croyances, dans nos idées, nos opinions qui sont personnelles. Et ça, bien sûr, dans une société démocratique, c'est assez dangereux. On est beaucoup moins confronté au débat d'idées. On est renforcé dans ce qu'on pense, de nos opinions, dans nos préjugés aussi également. Et donc ça a des grands inconvénients et des grandes craintes également. Et c'est aussi ce qui va renforcer ce phénomène des fake news. Parce que si on nous propose toujours la même information, l'information qui renforce nos croyances, on est de moins en moins à même aussi à avoir une réflexion qui est critique par rapport à cette information. On sait moins faire la part des choses parce qu'on n'a pas vu aussi, on n'a pas un horizon informationnel qui est aussi vaste, aussi étendu qu'avant. Donc voilà, le fait que ces journalistes ont perdu ce rôle de gatekeeper, ça pouvait, à l'idée du web, ça devait être intéressant parce que l'idée de création du web, c'était vraiment une idée de transparence, d'ouverture, une idée très très démocratique pour les fondateurs du web. Parce que tout le monde pouvait justement sélectionner l'information, on était censé être nettement plus exposé à la diversité des points de vue. Et finalement, avec ces algorithmes qui sont opaques, on se rend compte que ce n'est pas cet effet-là. On est passé vraiment d'un gatekeeper qui était journalistique, mais qui était humain aussi, à un gatekeeper ici qui relève des algorithmes. Voilà, donc on est vraiment loin de l'idée originelle du web telle que l'avaient pensé les fondateurs, l'idée d'ouverture. Alors pour terminer cette conférence, je voulais vous partager un extrait que j'ai trouvé vraiment intéressant, un extrait qui date de 1921 et qui vient en fait d'un historien, qui vient de Marc Bloch. C'est un extrait d'un texte qui s'appelle « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre » et je voulais vous le partager parce que je trouve déjà que ça résume assez bien ce que j'ai voulu vous montrer ici. Et je le trouve pertinent pour plusieurs raisons. Je vais d'abord vous le lire. Donc c'est une réflexion qu'il a émise en 1921. Lui, il a participé à la guerre 14-18 et il a vu justement la propagation de ces fausses nouvelles. Il parlait de ces fausses nouvelles. Il s'est intéressé à pourquoi est-ce que ces fausses nouvelles, finalement, elles vont naître, pourquoi est-ce qu'elles vont autant se propager, avoir autant de succès, quitte à quasiment à devenir des légendes certaines fois. Et donc il écrit « L'erreur ne se propage, ne s'amplifie, ne vit enfin qu'à une condition, trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable.
En elles, inconsciemment, les hommes expriment leurs préjugés, leur haine, leurs craintes, toutes leurs émotions fortes. Seuls de grands états d'âme collectifs ont le pouvoir de transformer une mauvaise perception en une légende. Alors pour moi, cet extrait déjà est vraiment d'actualité avec ce contexte des fake news et de la post-vérité. Je pense déjà d'une part qu'il est intéressant parce qu'il nous rappelle que les médias, les technologies, ça n'existe bien sûr pas en vase clos. Les médias technologies et les technologies vont influencer notre société autant que la société va influencer et façonner ces médias et ces technologies. Donc on doit aussi bien évidemment prendre ça en compte. Si les fake news se propagent autant, c'est parce qu'il existe actuellement un bouillon de culture qui est favorable à ces fake news et à cette post-vérité. Donc les causes aussi, bien sûr, si on doit lutter contre ces fake news, c'est là aussi qu'on doit les regarder. On doit nous-mêmes nous interroger en fait, pourquoi est-ce qu'on consomme l'information de cette manière? On doit vraiment s'interroger par rapport à ça. Est-ce que notre manière d'utiliser ces réseaux sociaux, par exemple, notre manière de diffuser certaines fake news ou autres, le fait qu'on ne sait pas peut-être distinguer forcément les vraies informations des fausses informations, est-ce que ça peut être lié justement à ces émotions fortes, à ces haines, à ces préjugés? On doit nous-mêmes nous interroger par rapport à ça. Cet extrait est aussi intéressant et pertinent, je pense, parce qu'il résume assez bien le fait que les fausses nouvelles, ça a toujours existé. Comme je vous l'ai dit, la désinformation, la propagande, ça a toujours existé. Mais on doit vraiment les étudier aussi, les appréhender dans un contexte qui est spécifique. Et ici, on est face à une réalité qui est nouvelle. Il y a des dimensions, comme je vous l'ai dit, qui sont nouvelles. C'est pourquoi on doit aussi lutter contre ces fake news avec des dispositifs qui s'ancrent vraiment dans le contexte actuel. Et donc ça pose évidemment énormément d'enjeux, des enjeux pour le journalisme, des enjeux pour la société aussi. Pour le journalisme, par exemple, je crois qu'il est vraiment essentiel maintenant de trouver vraiment un modèle, de rechercher un modèle économique qui valoriserait non pas le sensationnalisme, non pas les clics, mais la recherche de la vérité, les faits, l'investigation, voilà, des fondements comme ça. Et évidemment, je n'ai pas de solution miracle comme ça à proposer, mais je pense qu'il y a vraiment des pistes par rapport à tout ça et qu'il faut jouer sur ce modèle économique. Je crois que les fake news, vraiment, c'est le cœur du problème, ce sont vraiment tous les intérêts économiques et financiers qui entourent ce phénomène de la post-vérité et des fake news. Il faut aussi, autre enjeu pour le journalisme qui est crucial, on l'a vu, c'est toute la méfiance. Les fake news sont renforcées à cause de la méfiance vis-à-vis des médias d'information. Et donc il faut vraiment que le journalisme tente de garantir un maximum la fiabilité de ces informations, qu'il tente de retrouver la confiance du public. Et ça peut passer aussi, encore une fois, je n'ai pas de solution, mais il y a des pistes qui peuvent être apportées. On critique les journalistes en disant, voilà, ils sont juste soumis à des intérêts politiques, commerciaux et autres. Peut-être qu'il faut être davantage transparent par rapport aux intérêts des actionnaires. Il faut aussi renforcer le pouvoir des rédactions, aussi dans les entreprises médiatiques. Parce que dans ce contexte de fragilisation, on l'a vu, insécurité professionnelle, dégradation des conditions de travail, les journalistes dans les entreprises médiatiques, ils perdent beaucoup de pouvoir aussi par rapport aux intérêts managériaux, commerciaux et autres. Or, cette autonomie, cette indépendance, elle est essentielle, évidemment, pour établir la valeur des faits, la valeur de la réalité également. Et donc nous, on doit vraiment nous interroger également sur toutes ces questions, sur notre manière de consommer, sur pourquoi est-ce qu'on va diffuser une information, la relayer. Voilà, il faut vraiment aussi qu'on se conscientise un petit peu. Et je crois qu'on entend beaucoup parler comme solution aux fake news de l'éducation et aux médias. Je crois que c'est réellement important. Est-ce qu'aujourd'hui, on est réellement paré, surtout pour les jeunes générations qui ont grandi dans cet univers informationnel qui est complètement pollué, cette surabondance de l'information? On doit vraiment jouer, dans les écoles notamment, à l'importance de discerner, de faire attention à la source de l'information, d'essayer d'aller rechercher quels étaient les intérêts en jeu, quels sont les intérêts de publier telle ou telle information, est-ce que c'est un intérêt qui est juste journalistique, ou c'est un intérêt de politique, de propagande politique, ou un intérêt économique. On doit faire attention à tout ça, essayer vraiment de pouvoir discerner le vrai du faux. Donc voilà, ce sont juste des pistes, comme je vous le dis, je n'ai pas du tout de solution miracle, mais je crois que c'est quand même intéressant, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, parce que c'est très fort lié à ce contexte de post-vérité, ça favorise ce contexte de fake news et de post-vérité. Et voilà, j'espère que ça vous a interpellé. Si vous avez des questions, nous pouvons bien sûr en parler maintenant. Merci beaucoup. Entre les émissions de télé-réalité et les fake news. C'est plus alors un rapprochement, c'est encore à mon avis dans cette idée de sensationnalisme,
Voilà, on va essayer de faire appel aux émotions qui sont parfois un petit peu, voilà, pas aux faits, si on peut dire, pour ici dégager de l'audience, pour essayer de toucher une audience la plus large possible. C'est ça qu'on pourrait faire, mais maintenant, encore une fois, il faut bien faire attention à la définition, et fake news ne s'applique pas de manière aussi lâche à des programmes de télé-réalité, par exemple. Oui, manipulation de l'opinion, oui, en quelque sorte, oui, ça peut être manipulation de l'opinion. Mais c'est aussi, ce qu'on considère par exemple par rapport à la télé-réalité, c'est que, encore une fois, ça a des opportunités comme des inconvénients aussi. On estime notamment qu'on a donné la parole à des citoyens lambda aussi, donc tout n'est pas complètement mauvais dans cette télé-réalité. Maintenant, ça dépend de quelle télé-réalité, évidemment. Mais encore une fois, que ce soit pour la télé-réalité ou les fake news, je pense aussi qu'on ne doit pas censurer non plus forcément tous ces programmes. Voilà, qu'il y a aussi une liberté d'expression qui est importante. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, moi ce que je remarque, c'est que on a beaucoup parlé de fake news politique, mais je pense qu'un gros problème aujourd'hui sur la fake news ou la mésinformation scientifique, je pense que les journalistes ne sont pas vraiment formés à ça. Ils se laissent avoir comme des bleus. Oui. Et malheureusement, après, ils nous le resservent et ça forge dans l'opinion publique des opinions qui vont ensuite se retrouver dans les urnes et qui vont amener des gens au pouvoir. Moi, ça me pose vraiment un problème. Donc la manipulation de la part de la communauté scientifique. Est-ce que vous êtes formé un petit peu à des notions scientifiques? Les journalistes, normalement, se spécialisent. Maintenant, ça dépend dans quel média. Il y a des journalistes où la rédaction est assez importante pour avoir un journaliste qui s'occupe d'un dossier pendant plusieurs années et qui se spécialise au fur et à mesure. Mais évidemment, c'est aussi, même si le journaliste n'est pas formé à une matière, c'est aussi son rôle de vérifier, de croiser les informations, d'essayer de discerner s'il y a des enjeux qui sont derrière aussi. Et donc, vous parlez de manipulation de la communauté scientifique au sens général. Non, je vois que les journalistes se font avoir parce qu'ils manquent de certaines notions. Vous parliez de journalistes spécialisés. Oui. Bon, il y en a un qui est très connu au Monde qui est quand même le journal de référence. Et puis on a là Stéphane Foucard qui fait, moi, excusez-moi, sa mère. Mais comme ça vient du Monde, tout le monde le croit et ça me pose un problème parce que c'est d'abord un militant. Avant d'être un journaliste, c'est un militant. Oui. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que c'est plus l'information qu'on reçoit, c'est du militantisme. Ça me va. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Encore une fois, je crois qu'il y a vraiment des dérives au journalisme, alors que leur déontologie leur demande justement de ne pas se laisser aller à tout ça, d'avoir toujours une vérification, de faire attention aux débats contradictoires aussi, de discerner les intérêts qui peuvent se cacher derrière. Mais voilà, c'est clair que quasiment tous les jours, on a aussi des entorses à cette déontologie. Et ça pose question dans un média de référence, parce qu'effectivement, on a davantage confiance à ces médias de référence. On a tendance à se dire que le Monde, on va peut-être pouvoir lire les informations les yeux fermés, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Et je pense que par rapport à ça, c'est d'autant plus important, si on veut retrouver cette confiance justement des médias d'information, c'est que les journalistes ici acceptent leurs erreurs et se montrent aussi transparents. Et je parle du journaliste, mais pas uniquement du journaliste ici, mais d'un point de vue aussi collectif, la rédaction doit pouvoir accepter aussi ces erreurs et les montrer, les présenter. Pas uniquement se ranger derrière le fait qu'on ait une étiquette de médias de référence et que donc on doit nous croire aveuglément. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui? Moi, je me demandais, dans la mesure où la majorité des organes de presse sont quand même détenus par des gens, des millionnaires, etc., est-ce que vous pensez vraiment qu'il y ait une possibilité d'avoir un journalisme qui puisse être vraiment indépendant, même, je veux dire, pas au niveau du journalisme d'investigation, D'accord. Élise Doucet, par exemple, elle le fait très bien, mais au niveau d'articles quotidiens, parce que quelque part aussi, le choix des informations, l'ordre des informations, c'est très bien pour qui on roule. Ah, j'irai pas jusque-là. Oui, mais voilà. Je crois effectivement que déjà, c'est important de regarder un petit peu les actionnaires des médias. En Belgique, par exemple, on est plus par rapport à des grands groupes qui sont des groupes familiaux. On peut voir qu'en France, davantage, comme vous dites, c'est dirigé parfois par des millionnaires, etc., des gens qui ont des intérêts industriels, économiques nettement plus larges. Donc il faut déjà regarder le capital des médias pour juger aussi de cette indépendance. Et d'autre part, je pense qu'il est vraiment essentiel de dissocier les intérêts des personnes, des actionnaires, des personnes qui dirigent, qui possèdent, les propriétaires de ces entreprises médiatiques, des intérêts des journalistes. Une rédaction, normalement, doit être indépendante par rapport à ses intérêts.
Ce qui est difficile, c'est que dans un contexte de fragilisation comme ça, c'est de plus en plus difficile pour un journaliste maintenant de s'opposer aussi à ses intérêts. On voit qu'il y a eu un basculement qui est vraiment très très important ces dernières années, tout simplement d'une part parce que comme ça ne fonctionne pas, par exemple, je prends l'exemple de la presse écrite parce que c'est assez évocateur, c'est un milieu qui va assez mal. Avant, le poids de certaines rédactions était très important. Au journal Le Soir, par exemple, il y avait un collectif qui était hyper important, qui défendait un petit peu, à tire-larigot, vraiment tous les droits des journalistes. On est des journalistes, on ne se laisse pas faire, on ne défend pas les intérêts de notre employeur, etc. Et donc ils avaient un poids aussi dans tout le paysage médiatique qui était assez important. Mais on voit effectivement qu'en raison de des ventes qui diminuent de plus en plus, ils ont beaucoup moins de pouvoir au sein de ces rédactions. Donc de pouvoir pour lutter aussi contre ces intérêts économiques. Maintenant, il faut quand même bien se dire, et je pense qu'en Belgique c'est bien le cas, il y a quand même une indépendance, une certaine forme d'autonomie de la part des rédactions, mais c'est plus à nuancer aussi, parce que les rédacteurs en chef doivent évidemment être là aussi pour porter le projet rédactionnel, pour vendre. Un média, ça disparaît si ça ne se vend pas, et donc il y a effectivement des intérêts croisés qui entrent en jeu et qui rendent plus difficile cette autonomie. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas mettre tous les journalistes non plus dans le même paquet. Je crois qu'il y a vraiment des différences par rapport aussi à la posture déontologique qu'on veut adopter. Je vous rejoins sur le fait que c'est fragilisé aujourd'hui, donc cette autonomie elle est plus difficile aussi à imposer. Je crois que c'est ça vraiment, c'est pour moi pourquoi le cœur du problème est dans ce modèle économique. Si le journal va bien, par exemple, si on retrouve un modèle économique qui est rentable, on va redonner du pouvoir à ces journalistes, à cette rédaction. Donc garantir aussi l'autonomie. Voilà. Donc juste ne pas mettre tous les journalistes dans le même paquet, parce qu'il y a effectivement différents journalistes, différents points de vue, différents organes de presse, différents actionnaires également, et tout ça, ça rentre en compte évidemment. Oui ? Oui, l'exemple le plus frappant actuellement dans l'actualité, comme fake news, j'estime que c'en est une, c'est la bulle photovoltaïque. Quand on parle des certificats verts et des propriétaires de panneaux solaires. Ça a la dent dure, et ça, c'est le mauvais travail journalistique depuis certainement 3-4 ans, qui est malheureusement à la solde des politiques. Il y a eu vraiment une volonté de détruire le petit producteur photovoltaïque en continuant à tamer dans les médias que la bulle financière était créée par des petits propriétaires de panneaux. Alors qu'il est bien connu que c'est l'éolien et la biomasse qui représentent une piscine et des petits producteurs photovoltaïques, quelque chose d'autre. Mais il y avait une volonté politique de détruire les petits producteurs photovoltaïques qui d'ailleurs subissent et ont créé la SBL pour se défendre. Donc ça c'est l'exemple typique d'une fake news qui continue et qui est entretenue par tous les journalistes à la solde de Publifin, de grands groupes qui rachètent tous une presse, l'avenir. On sait que c'est rouge à mort. Et ils ont tous le même langage, la même conversation. Et vous lisez, moi je compare très fort les articles, je vois qu'il n'y a plus une volonté d'un journaliste, d'un groupe par rapport à un autre, de faire deux articles avec une tenue différente. C'est exactement le même moule que vous retrouvez dans tous les articles de journaux. Je ne partage pas votre avis, encore une fois. Pourtant, c'est la vérité. Et quand vous parlez des organes de presse, Pourtant, il ne faut pas aller chercher Trump pour trouver des exemples comme ça. tout à fait, ça je suis d'accord. Il ne faut pas aller chercher Trump pour trouver non plus le relais d'information. Ça détruit vraiment. Il y a une médiocre qualité journalistique actuellement. Et quand vous parlez d'indépendance, excusez-moi, je trouve qu'il n'y a plus d'indépendance journalistique en Belgique, notamment en Wallonie. Si vous êtes indépendant, vous pouvez fermer boutique, vous ne tiendrez jamais la route. Pour être journaliste aujourd'hui d'investigation, il faut se mettre dans un groupe puissant qui va vous donner les crédits pour mener votre enquête. Sinon, vous n'êtes rien. Donc oui, le véritable journalisme, pour moi, il est mort. Il est mort. Il est mort, carrément. D'accord. Je suis d'accord avec certains points, pas avec tous, évidemment. Pour moi, déjà, ce n'est pas les intérêts politiques qui sont vraiment le grand danger actuel, la grande menace pour les médias, c'est davantage les intérêts qui sont économiques. Déjà, je ne pense pas non plus qu'on peut mettre tous les médias d'information en Belgique francophone dans le même paquet, ainsi que tous les journalistes, parfois d'un journaliste d'un journaliste à un autre, dans le même organe, dans le même média. Ça n'a pas forcément la même version des faits. Donc je ne pense pas du tout qu'on peut présenter juste une opinion qui est complètement relayée, la propagande politique. C'est un exemple parmi tant d'autres, et je le connais bien celui-là. Là, je peux vous dire que c'est exactement la même teneur
Mais j'aimerais bien que vous m'apportiez des preuves de tout ça. D'accord ? Avec tous les différents organes de presse, tous les journalistes également, voir si c'est exactement la même chose. Alors, je peux comprendre un petit peu, on a une tendance à l'uniformisation de l'information, tout simplement aussi parce que voilà, les journalistes ils s'approvisionnent aussi souvent à la même source. Ça peut être vrai. Souvent, on reprend les mêmes experts pour les interroger. On s'approvisionne aux sources aussi, aux agences journalistiques. Et donc parfois, on peut avoir le sentiment qu'il y a quand même une tendance à l'uniformisation dans les contenus, une circulation aussi des contenus qu'on retrouve. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais de là à avoir exactement un seul point de vue relayé en plus, relayer l'opinion politique, voilà, j'aimerais bien aussi... Je prends un exemple typique. Oui. Le ministre de l'Énergie actuellement se débat avec la SPM des petits producteurs et il dit je veux bien discuter, mais on arrête le recours parce qu'il est inutile de discuter avec des kalachnikovs sur la table. Réflexion de Jean-Luc Truc. Oui. Dans tous les articles de presse wallons que j'ai parcourus cette semaine, tous reprennent la même réflexion. Mais ils reprennent la citation. Les kalachnikovs ont plus d'importance en images à répercuter que le fond du problème. Et voilà, le fait qu'ils reprennent cet extrait, cette citation, ça ne me choque pas tellement. Ils relaient aussi une information. Maintenant, il faut voir le reste de l'article aussi. Ils peuvent très bien reprendre cette information, cet extrait, cette citation, mais apporter des nuances, une réflexion aussi dans l'article. Maintenant, je ne défends pas non plus forcément tous les journalistes, mais je pense vraiment, encore une fois, que c'est ultra important de ne pas mettre tout le journalisme dans le même paquet, tous les journalistes dans le même paquet. Il existe des organes, vous l'avez dit, ça je vous rejoins pour ça, il y a des organes qui sont aujourd'hui des médias vraiment qui ont une autre vision, qui essayent de sortir justement dans cette course du clic, cette vitesse, etc. C'est vrai que c'est très très difficile de les financer. Et là, je vous rejoins sur le fait que je pense aussi que faire du bon journalisme, c'est pas ça le problème. C'est facile, ça pourrait être facile de faire du bon journalisme. Ce qui est compliqué, c'est de financer tout ça. Mais encore une fois, il y a une variété, une diversité de points de vue et de pratiques journalistiques que l'on retrouve dans les différents médias. Et on ne peut pas, je pense, vraiment les mettre dans le même panier. Et dire surtout que les intérêts politiques sont que les journalistes sont à la solde des politiques. On peut pas. Il n'y a plus d'indépendance aux journalistes. On ne peut pas dire ça non plus. Il y a moins d'indépendance au journalisme. On ne peut pas dire qu'il n'y en a plus. Il y en a toujours dans les rédactions. Moi, dans mon travail, je côtoie encore beaucoup de journalistes aussi qui me parlent de leurs pratiques, qui me parlent de leurs valeurs professionnelles, de cet attachement à l'autonomie journalistique, qui me parlent parfois aussi, effectivement, qui reçoivent des pressions politiques, des pressions de leur employeur, mais de la manière dont ils réagissent à ces pressions. Donc je ne pense pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'indépendance. Peut-être que cette indépendance, elle est moins facile maintenant vraiment à valoriser, à manifester. Il y a plus de difficultés, plus de pression peut-être, mais il y a encore de l'indépendance quand même. Mais encore une fois, je ne défends pas non plus l'ensemble des journalistes. Il y a évidemment des cas où il y a eu des dérives journalistiques et d'autres cas qui montrent vraiment qu'ils s'inscrivent dans un journalisme de qualité. On va peut-être... Je suis désolé, hein, parce que je vous laisse... On peut en reparler juste après, si vous voulez. On ne va pas personnaliser, monopoliser le débat avec vos points de vue. Pourtant, je me fais un peu violence parce que j'en partage une grande partie. Hein, donc, effectivement, mais je crois qu'il faut le laisser la parole aussi à la salle. Hein, sinon, on risque de rester dans le rideau. C'est parce que vous demandez des questions, donc voilà, on vous en pose maintenant. Tout à fait. Si le temps est trop long, c'est peut-être encore une démarche journalistique évidente. Attention, théorie du complot. Hein. De faire stopper le débat. Voilà. Non, je ne Ça, voudrais c'est pas ma que conviction. qu'il soit monopolisé, tout simplement. Je vous dis, je partage une grande partie de Je son point de vue. pense ne pas avoir monopolisé le débat. Par contre, je n'ai pas eu d'autres mains levées entre-temps demandant de poser de questions. Je me serais interrompu. Je pense que quand ça tourne au vinaigre, en général, le journaliste a tendance à clôturer très vite. Mais si mon collègue Serge de Deruette n'est pas journaliste, et ça ne tombe pas non plus au vinaigre. Donc, voilà, en plus. Donc il partage une partie de votre point de vue aussi. Oui. Une question. Quand on regarde les journalistes d'aujourd'hui, oui. Ils doivent être neutres. Oui. Dans le temps, il y a 20, 30, 40 ans, le soir était un journal neutre, la Vie Belgique était un journal catholique, vous aviez le peuple qui était socialiste, etc. Et il y avait les journalistes prenaient parti. Donc les journalistes n'étaient pas neutres à l'époque. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les fake news sont en partie une réaction à ça? Parce que les fake news, finalement, ce sont des gens qui prennent position.
que ce n'est pas une réaction au fait que les journalistes ou que l'information se veut trop neutre, qu'il y a les fake news qui prennent un petit peu le rôle que les journalistes remplissaient, que les journaux d'opinion du temps jadis, entre guillemets, prenaient. C'est une réflexion qui est intéressante, je ne l'étais pas posée comme ça. Personnellement, je ne pense pas. D'une part, parce que c'est vrai que les organes de presse étaient rattachés soit à un courant idéologique ou autre, ou politique, même si pas tous les organes de presse non plus, mais c'était affiché tout ça. C'était dans la ligne éditoriale aussi. Donc c'était quelque chose qui était assez... Les journalistes étaient assez transparents par rapport à tout ça. Et maintenant, ce n'est pas parce qu'on s'inscrit aussi dans une ligne éditoriale qui est davantage de gauche, de droite, etc., qu'on doit traiter les faits en les déformant aussi. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu quitté ce journalisme d'opinion. C'est vrai, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On tend de plus en plus vers un journaliste qui se dirait objectif, indépendant, etc. Est-ce que ce serait pour ça que les fake news seraient remplacées? Non, moi je pense que c'est vraiment ce nouveau contexte informationnel, la vitesse à laquelle c'est partagé, l'ampleur, etc., qui va favoriser ces fake news. Ce n'est pas les fake news qui sont là pour remplacer le journalisme d'opinion. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout la même façon de faire non plus. On ne peut pas assimiler le journalisme d'opinion, qui était quand même un travail journalistique, avec des valeurs liées au journalisme, à ce qui se passe maintenant avec la désinformation. Mais c'est une réflexion qui est intéressante, vraiment. Oui ? Moi, j'ai une réflexion à faire en tant que prof de secondaire. Oui. On nous demande énormément à l'heure actuelle de faire des liens avec l'actualité. D'accord. Par rapport à nos élèves, etc., les sensibiliser. En tant que prof d'histoire, de géographie, de sciences sociales, ça se fait énormément. Et ce qui me fait peur à l'heure actuelle, c'est qu'on n'ose pas trop aller vers les faits d'actualité parce que, en tant que prof, on essaye de se donner les moyens pour croiser l'information qui aujourd'hui n'est plus tout le temps croisée par certains journaux. Et ce qui me fait peur à l'heure actuelle, c'est que les gros organismes journalistiques très reconnus, je vais citer par exemple RTL Info, ce genre de choses. Je ne parle pas de qualité, mais je parle plutôt de l'ampleur. La réputation. Voilà, de plutôt leur responsabilité. Je pense que ce qui fait peur à l'heure actuelle, c'est qu'en tant que prof, malgré qu'on essaye de sensibiliser les élèves au sens critique et au recul qu'il faut y avoir envers certains faits, c'est difficile pour nous en tant que prof de contrer justement pas ces fake news, mais cette déformation d'information. D'accord. Dans le sens où d'avoir les armes. Ils disent, mais pourtant, c'est tel réseau journalistique Oui. qui a relayé l'information. Je pense par exemple à quelque chose qui m'avait super choquée en tant que prof. C'était l'histoire du garçon canadien ou américain qui avait réussi à trouver grâce aux étoiles la cité Inca, etc. Ça a été relayé par des journaux historiques, des journaux de référence. Relayés par des historiens contrôlés, entre guillemets, et qui au final, pendant des mois, a été relayé comme information vraie, que certains profs d'histoire ont parlé au cours, etc. Et puis après, les historiens ont pris la parole en disant, en fait, c'est complètement allumé comme information, c'est pas possible. Eux ont pris le temps de les croiser, et c'est ça qui me fait peur, c'est que à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas dépasser la limite? Est-ce que ça ne va pas passer justement dans des manuels, dans ce genre de choses où les élèves après n'auront plus de recul et vont dire, en fait, à qui on doit faire confiance? Si on nous demande de référencer nos informations et que ces références sont quand même des références envers des bibliographies qui sont normalement de qualité, à quel moment nous, en tant que prof et en tant que personne à l'éducation, on va pouvoir se donner les moyens de revenir en arrière et de donner le recul qui doit être pris par rapport à ces informations. Donc moi je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus par rapport en tant que nous, à quel moment nous on va pouvoir prendre la responsabilité. Et je pense que ces grosses enseignes journalistiques devraient à un moment donné, comme vous dites, être transparents et reconnaître leurs erreurs, dans le sens pour donner aussi aux élèves et puis à tout le public le fait qu'ils ne soient pas tout le temps fiables et qu'eux aussi ont un rôle dans le croisement de l'information. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, votre intervention ici, parce que ça illustre vraiment bien ce que j'ai essayé de vous montrer, tout ce contexte de méfiance qui fait que finalement on est dans ce contexte de post-vérité. Parce qu'on ne sait plus quelle valeur accorder aux faits, finalement. Donc c'est vrai que ça illustre assez bien, mais on est vraiment, je pense, dans cette période de transition où on hésite encore sur l'importance de ces faits. Enfin, en tout cas, on estime tous, j'espère ici, que les faits sont importants, mais est-ce que la valeur qu'on peut accorder aux faits, c'est plus difficile par rapport à tout ça. Et dans votre rôle ici d'enseignante, ça doit être compliqué effectivement au quotidien. Est-ce que vous êtes armée ou pas pour discerner ces informations? Surtout, comme vous le dites, certains médias de référence, réputés ou autres, relaient tout ça.
voyez, on est vraiment dans un contexte de plus en plus de post-vérité et de méfiance, et je crois que c'est ça l'enjeu principal pour le journalisme aujourd'hui. J'ai pas de pistes, encore une fois, j'ai juste des pistes, mais pas des solutions par rapport à tout ça, mais il faut pouvoir retrouver cette confiance de la part du public, mais de la retrouver en étant légitime par rapport à tout ça aussi. Voilà. Et donc je pense que l'idée de transparence, c'est un point, mais il y en a d'autres. Et qu'il faut aussi renforcer, donc vraiment, je me répète par rapport à ça, mais renforcer le pouvoir des rédactions au sein des entreprises médiatiques également. Et leur donner aussi le temps, en fait, il faut pouvoir financer ce journalisme pour avoir aussi le temps de vérifier tout ça. Pour que ça n'arrive pas comme dans des manuels aussi, comme vous le dites par la suite. Oui ? Notre réflexion dans notre société numérisée, digitalisée et société évoluée du zapping, est-ce qu'il y a encore de la place pour ce que vous appelez le bon journalisme et le journalisme d'investigation ? J'espère. Ce serait quand même malheureux s'il n'y avait plus la place pour tout ça. Il faut que le journaliste arrive à attirer de nouveau son public avec un contenu qui soit de qualité, évidemment. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est naïf. Je sais qu'il y a effectivement des dérives par rapport à tout ça, que c'est difficile de faire du bon journalisme aussi, qu'il y a des problèmes, mais il faut que ce contenu, quand même, remporte cette bataille de l'attention aussi. Le fait d'être surexposé comme ça à une multitude d'informations, on le sait en plus que ça a des enjeux sociétaux qui sont ultra importants. À force d'être surexposé à toute cette multitude d'informations, on réagit beaucoup moins à ces informations aussi. On est beaucoup moins engagé en tant que citoyen. Et donc, pour une démocratie, le rôle du journalisme est fondamental. Et je ne pourrais jamais dire que voilà, le journalisme ici n'a plus lieu d'être dans ce contexte de post-vérité ou autre. Plus que jamais, il faut pouvoir faire la part des choses aussi. Et revaloriser le journalisme. Le journalisme qui, encore une fois, je vous l'accorde, peut être critiqué. Et c'est bien de le critiquer également. Mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que même si la profession, il y a eu des erreurs, des dérives et autres, la plupart des choses que l'on connaît aussi du monde, la plupart des informations qu'on a obtenues sur le monde, ça provient également des journalistes. Ça provient en grande partie des journalistes. Et donc, même si certains faits sont tout à fait critiquables, je le dis bien, ça ne veut pas dire qu'on doit faire disparaître ce journalisme. Ce journalisme est essentiel dans une société qui est démocratique. C'est incontournable. Maintenant, il faut revaloriser la profession. Ça, je partage vos avis, bien sûr, sur tout ça. Oui ? Mais justement, une réflexion là-dessus pour en revenir à ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Peut-être que nous nous sommes pris aussi au jeu de la consommation rapide et qu'au-delà du débat sensibilisation à la lecture et responsabilisation de la rédaction, il y a aussi un nouveau rythme à prendre en tant que profil médiatique ou environnement médiatique qui serait peut-être le slow news en fait. L'idée qu'on va prendre notre temps et faire vraiment la différence entre le divertissement et l'information et peut-être trouver une structure et un moyen qui nous permettent à la fois d'être divertis dans des petits faits qui, peu importe finalement l'opinion derrière, peuvent nous permettre de faire les fameux clics dont on a besoin pour notre dose quotidienne et nous permettre de reprendre le temps pour l'information. Et voilà, peut-être que c'est une idée. C'est une très bonne idée. Et je pense que vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, il faut que nous-mêmes, on se conscientise par rapport à notre utilisation de ces réseaux sociaux, à notre manière de consommer l'information. C'est une idée qui est tout à fait intéressante. Par exemple, aussi le fait, j'espère que vous allez penser à ça aussi, mais si vous allez sur votre fil d'actualité, si vous êtes abonné donc à des médias, etc., si vous voyez une information qui vous tente, ne cliquez pas sur cette information via votre réseau social, allez plutôt sur le site directement, pour donner aussi les moyens de financer ce journalisme. Et ce que vous dites est assez intéressant. Je crois qu'il existe évidemment des formes d'information qui sont vraiment le journalisme, etc. Un journalisme plus de long cours, on prend le temps de la vérification aussi. Il faut aussi qu'on s'intéresse à tout ça. Si on veut ne plus être autant manipulable, exposé à ces fake news, on doit nous-mêmes changer aussi notre consommation médiatique. Si je peux me permettre Oui. de rebondir, en fait, j'ai un petit peu parfois le souci de cette responsabilisation de l'audience qui, pour en revenir à ce que Madame disait, se sent un peu démunie face à sa lecture finalement de en quoi est-ce qu'on peut faire confiance, etc. Et peut-être qu'on doit aussi, non pas responsabiliser les rédactions, parce que je vous rejoins dans toutes les difficultés auxquelles elles font face,
D'accord, oui. Oui, effectivement, ici, comme je dis, on peut dire plein de choses sur les fake news. Moi, je me suis concentrée aussi sur les journalistes et un petit peu sur les enjeux sociétaux. Mais effectivement, il y a d'autres acteurs, évidemment, qui rentrent en compte et qu'on ne doit pas non plus déresponsabiliser. Que ce soit les plateformes numériques, voilà. Il y a tout un débat autour de ça aussi, les personnes qui souhaitent légiférer, etc., par rapport à ces fake news. Mais je pense que si on veut justement garder cette liberté d'expression, moi je rejoins plutôt cette position-là, on doit responsabiliser le consommateur aussi. Voilà. Si on veut pouvoir parler librement aussi sur les réseaux sociaux ou autres, il faut faire quelque chose par rapport à l'éducation aux médias et à la conscientisation de notre consommation de l'information. Mais évidemment, il y a d'autres acteurs qui entrent en compte, évidemment. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Juste une petite remarque qui est plutôt une réaction sur ce que monsieur a dit et puis aussi ce que vous venez de dire pour citer un exemple peut-être concret. Au niveau du journalisme d'investigation et aussi au niveau des concepts du slow news, etc. Il y a notamment, enfin il y a certainement beaucoup d'exemples, mais il y en a qui me vient en tête, qui est le magazine Médor, qui est vraiment un journalisme d'investigation de qualité, qui a été, je crois, financé par un crowdfunding, un financement participatif, donc il y a aussi quand même beaucoup de transparence au niveau des sources de financement. Et enfin ça me semble vraiment un exemple vraiment, tout à fait intéressant de journalisme de qualité. Très bien. Donc Oui. qui n'est pas perdu, je pense. Tout à fait. C'est vraiment ça, je pense qu'on ne doit pas mettre tous les journalistes dans le même panier. On peut pas, il y a plein de formes de journalisme qui sont différentes. Et le slow journalisme, il y a plein d'initiatives qui sont mises en route. Maintenant, encore une fois, le cœur du problème, c'est le financer. Parce que vous parlez de Médor ici. Dans le même style que Médor, il y avait 24h01 aussi qui a disparu il y a quelques semaines. Et qui proposait aussi vraiment du journalisme au long cours, de l'investigation, etc. Donc le cœur du problème, c'est vraiment le financement. Faire du bon journalisme, ce n'est pas un souci. J'espère que Médor aussi pourra perdurer, parce qu'effectivement, je vous rejoins, c'est aussi vraiment un média qui est de qualité. D'autres personnes ? Oui ? J'aimerais revenir sur le point de vue économique. Quand vous dites que les réseaux sociaux ne plus grosse part que le site de la presse en soi, parce que quand même faire une sorte d'égalité, on peut dire que les deux se font de la pub mutuellement en fait. Si on peut faire... Il y a beaucoup de réseaux qui disent parce que nous sur nos réseaux sociaux, oui. Donc les deux se font de la pub un petit peu. Tout à fait. C'est quand même faire 50-50. Oui, mais je ne trouve pas ça mal non plus, finalement. Je crois que voilà, il faut s'adapter aussi à l'environnement qui est changeant. Je ne pense pas que les médias traditionnels peuvent exister en vase clos par rapport à ces réseaux sociaux. Mais vu que toutes les difficultés liées à la profession aujourd'hui sont vraiment liées au modèle économique, il faut quand même qu'ils puissent tirer des revenus aussi, voilà, se faire rétribuer aussi pour le contenu qu'ils apportent. Vu que les plateformes numériques, finalement, ils font que rassembler ce contenu et le mettre à disposition du public. Ils ne produisent rien. Mais effectivement, il y a une logique qui fait qu'on va participer dans les sphères, dans les différentes sphères. Oui. Une autre question ? C'est fin du... Oui ? Bon, peut-être alors, peut-être conclure, hein, si je peux me permettre, puisque vous m'avez demandé de présenter ce cycle, puisque Manon Libert vient de lancer le débat et ça a suscité quand même une série d'interrogations, par exemple celle de certaines monopolisations de la presse qui contribue à un consensualisme de l'information qui peut être dépassé et débordé par d'autres initiatives qui sont peut-être aussi liées à des réseaux sociaux et qui, elles, quand on a parlé de cette carence de journalisme d'investigation, une difficulté de la mener maintenant, mais on voit aussi, c'est à travers Wikileaks, etc., ce genre de choses qu'on peut trouver des gens qui sont des journalistes mais qui ne sont pas nécessairement engagés dans les grandes agences de presse qui peuvent contribuer à développer une information alternative. Cette information alternative, si souvent pointée du doigt, hein, sous forme de fake news, mais qui est elle-même une information alternative qui peut prendre à défaut l'information consensuelle comme étant, elle, productrice elle-même. Je ne te rejoins pas tout à fait non plus sur l'information consensuelle. Parce que... D'accord, voilà. Juste pour rebondir sur ça, pour bien appuyer mon propos, même si vous l'avez bien compris aussi, même dans les grands médias traditionnels, il y a des initiatives aussi d'un bon journalisme. Quand on voit par exemple les scandales fiscaux au Luxembourg, etc., où différents journalistes de différentes rédactions se sont réunis pour mettre à jour, pour mettre en lumière tous ces scandales, c'est bien sûr une démarche journalistique qui est de qualité et qui prend cours dans des médias de référence traditionnels. Donc, encore une fois, c'est vraiment ma position, vous l'avez bien compris, on ne met pas tout le monde dans le même panier. On ne parle pas de les médias,
On ne parle pas de les journalistes comme une entité qui est complètement uniforme. Il y a des journalismes, des médias et des journalistes également. Ça va ? Voilà. Comme ça, je l'aurais redit une dernière fois. Un tout grand merci. Merci beaucoup. Donc, ça sera dans 3 semaines. On accueillera alors, vous connaissez peut-être sans doute Anne Morelli, qui, elle, traitera des questions de l'information en temps de guerre, et elle le fait à partir de son ouvrage, Les 10 principes de propagande de guerre, qu'elle reprend d'ailleurs à un lord anglais lors de la Première Guerre mondiale, qui avait mis en lumière 10 façons de déformer les choses dans des enjeux qui, là, sont ceux de l'opposition et de la guerre, mais qui correspondent aussi à ces oppositions que l'on retrouve dans les temps de paix. Donc ça sera dans 3 semaines.